L'Afrique était devenue mon obsession. Pas un jour ne passait sans que je parcours un livre d'histoire, que j'aille déterrer un article sur internet ou que j'ouvre le vieil atlas de mon grand-père. Je passais des heures à lire à haute voix le nom de ces villes fantômes qui résonnaient pour moi comme autant de chimères à redécouvrir. Lagos, Khartoum, Abidjan, Bamako. Mon doigt traçait sans but les lignes de côte du continent oublié. Cela faisait une dizaine d'années que les ponts avaient été définitivement rompus entre notre monde et le leur, s'ils existaient encore. Les journalistes n'étaient plus autorisés à poser pied sur le continent depuis le Grand Traité. Et puis tout le monde s'en fout, comme disait Bruno, mon conseiller financier. J'étais l'un de ces scribouillards numériques, un intermittent du virtuel, un rouage parmi des millions d'indépendants qui reventent leur ligne de code à la pièce. Tout passait par Bruno, qui faisait le lien. Je ne rencontrais jamais les clients. Comme la plupart de mes concitoyens, je ne sortais presque pas. Les risques bien réels du terrorisme mondial avaient eu raison des beaux idéaux des générations précédentes. Rien ne me prédestinait à devenir un explorateur. Rien n'aurait dû me faire quitter mon confort pour entreprendre le plus fou des voyages. Rien en dehors de mon obsession maladive. Un grain de folie qui s'était installé au cœur de mon cerveau et qui ne voulait plus me quitter. Il fallait que je voie l'Afrique. Pas à travers les images floues des drones militaires en survol rapide. Il fallait que je la voie de mes propres yeux, que je touche sa terre, que je sente ses odeurs. Les informations que j'avais réussi à rassembler sur le continent oublié ne me menaient pas bien loin. C'était un continent qui avait été, autrefois, le berceau de civilisations entières. Des hommes à la couleur de peau sombre y avaient vécu, puis s'étaient déchirés entre eux. Le reste du monde, notre monde, avait voulu les aider au début, mais avait fini par abandonner. Faute de moyens, de volonté et surtout d'intérêt. Tout le monde s'en fout, comme disait Bruno, et c'était vrai. Tout le monde s'en foutait. Sur Internet, les données concernant l'Afrique étaient noyées dans une masse d'informations contradictoires et incompréhensibles. Il y avait pourtant un vieux livre que j'avais retrouvé dans la maison de mon grand-père après sa mort. C'est un petit livre du début du XXIe siècle, jauni, rongé par l'humidité et le temps, Les origines de l'homme, une odyssée de l'espèce, Pascal Pic. C'est dedans que j'ai découvert que l'humanité était originaire d'Afrique, ce qui aurait pu justifier mon obsession si elle n'avait pas daté de plusieurs années avant cette découverte. Le plus difficile était de trouver un moyen pour s'y rendre. Je ne pouvais pas passer par la Méditerranée à cause des patrouilles. Il fallait que j'affronte l'océan Atlantique. Mais les brouilleurs particulières m'empêchaient d'envisager des moyens de transport classiques. Les radars m'auraient repéré en un clin d'œil, et mon voyage se serait soldé par un échec. C'est en me plongeant dans les images du passé, encore une fois, que je trouvais une solution. Un catamaran. Une embarcation à voile, propulsée uniquement par la force du vent. Elle n'utilise ni hydrogène, ni système de navigation. Indétectable. Pendant 17 jours, j'allais être intégralement déconnecté du réseau mondial. Tout abandonné, aux dépens de la sécurité la plus élémentaire, sans regarder en arrière. Il m'a fallu 3 ans pour construire le bateau, et je l'ai mis à flot. Je me rappellerai toujours de ce mercredi matin d'automne. Il faisait une chaleur moite, j'avais repéré une petite crique isolée, perdue au fin fond de la Bretagne. Les 2 semaines de navigation me parurent une éternité. Le catamaran était surchargé. J'avais embarqué des réserves d'eau et de nourriture, mais aussi une quantité de matériel qui me rassurait, comme si j'emportais un bout de mon monde avec moi. Balises fragmentées, routeurs, un four à neutrons dont j'avais hérité de ma mère. Bien sûr, durant le trajet, je ne pouvais pas les utiliser. Il fallait que j'évite les radars, tout autant que les brouilleurs de l'Union. Pour maintenir mon cap, je me suis fabriqué des instruments d'un autre âge dont j'ai trouvé les plans sur des sites de passionnés. Un sextant, une boussole bidouillée avec du fil de fer et un aimant, et un compas qui devait me servir pour noter scrupuleusement mon trajet. En guise de carte, j'avais arraché des pages de l'atlas retrouvées dans les affaires de mon grand-père, en espérant qu'elles seraient plus utiles que les représentations délirantes du continent oublié que j'avais trouvé sur internet. Mon plan était de mouiller l'encre dans ce qu'il restait du port de ce qui avait dû être, il y a des années, la ville de Dakar. Une ville importante d'après l'atlas de mon grand-père, mais je pressentais que je ne serais pas accueilli par les ronronnements des moteurs à hydrogène et les alarmes de sécurité lancinantes qui caractérisent nos mégalopoles modernes. D'après mes calculs, j'ai posé pied sur la terre africaine précisément 17 jours après avoir quitté l'Union, exactement ce que j'avais prévu. L'émotion qui m'envahit fut telle que j'en oubliais presque la situation dramatique dans laquelle je me trouvais. Je n'avais presque plus de vivre. Dakar n'était rien d'autre qu'une ville fantôme, une gigantesque ruine désertée de ses habitants. Je ne pouvais pas rester. Ma survie en dépendait. Je me mis à marcher, sans but, dans l'espoir de trouver quelque chose. Quelqu'un. Je ne saurais dire combien de jours a duré cette errance. Sur la fin, ma progression était devenue une sorte de pèlerinage absurde qui me menait nulle part. Mon cerveau ne réfléchissait plus. J'avançais mécaniquement. J'étais à bout de force quand je les vis apparaître, en contrebas d'une gigantesque dune, attroupés autour d'un petit cours d'eau. Des centaines, des milliers d'hommes et de femmes, des enfants aussi, rassemblés par petits groupes autour de grands feux. Dans mon état, cette vision me submergea. Je m'évanouis. Quand je me suis réveillé, j'étais ici, en plein cœur de la communauté. Une jeune femme me tamponnait le front avec un linge humide. Elle s'appelle Elsa, c'est ma femme aujourd'hui. C'est toute une vie que j'ai découvert ici. Il y a des Africains bien sûr, de ceux qu'on a oubliés et qu'on croyait disparus. Mais pas seulement. Des milliers de migrants venus de l'Union, comme moi. Certains ont traversé l'océan, certains ont trouvé d'autres voies, à l'abri des contrôles, à l'écart des routes. Il m'a fallu plusieurs jours pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Pourquoi si peu d'informations filtrent sur le continent oublié? Pourquoi un tel oubli, un tel abandon? C'est un exode massif, une population entière qui quitte doucement et discrètement les mégalopoles de l'Union pour venir vivre ici, pour reconstruire. Car tout est à inventer ici. Beaucoup d'autres sont arrivés après moi. Chaque jour, ils nous rejoignent par centaines. Beaucoup d'autres arriveront encore. L'Afrique était devenue mon obsession. Aujourd'hui, je sais qu'elle est notre seul espoir. Je suis africain et je ne regrette rien.